OK. Hello, Marie-Sophie. Bienvenue. Bonjour Amélie. Comment ça va? T'es là? Tu m'entends-tu bien? Oui, je suis là. Il y a un petit lag, mais là, je t'entends bien. OK, c'est bon. T'es chez WeWork, right? Exactement. Good. Marie-Sophie, bienvenue. Allô? Si vous venez de nous joindre puis que vous êtes là ce mercredi, bienvenue. Dites-nous salut, dites-nous où vous nous écoutez. Marie-Sophie est à New York, moi je suis à Montréal, mais on est toutes bien gentilles. Marie-Sophie, est-ce que tu veux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Puis nous donner pourquoi on devrait s'investir dans la conversation qu'on est sur le point d'avoir là. Les gens qui nous suivent, en 2 minutes, t'es qui, what you're up to. Avec plaisir. Donc, merci de l'invitation, Amélie. Je l'apprécie beaucoup. Un petit talk entre entrepreneurs, c'est toujours plaisant. Moi, dans le fond, je suis entrepreneur depuis déjà 10 ans. J'ai été dans plusieurs industries. Pendant un bon 10 ans en digital marketing, j'avais ma firme de consultation que j'ai récemment vendue. Il y a peut-être 1 an. Et récemment, je me suis lancée dans cette belle aventure depuis les 2 dernières années à complètement changer d'univers dans le CPG, à lancer un breuvage. On aura peut-être la chance d'en parler un petit peu aujourd'hui. I hope so. Ben oui, en fait, j'ai le même profil que toi. Je suis plus profil CEO où j'aime bâtir des choses from scratch. Je te dirais qu'aujourd'hui, je pense que ce qui va être intéressant de regarder ensemble, c'est pas juste le côté glamour de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi tout ce que ça prend de mener à terme des idées, mais d'aussi accepter de rediriger, d'essayer des nouvelles choses, de créer des nouvelles business, même si il y a des business qui fonctionnent. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'en tant qu'entrepreneur, c'est normal de douter, puis c'est correct de se rediriger aussi. Yes, donc, 100%. c'est un peu ça. Ouais. C'est super intéressant que tu partes là-dessus right off the bat. Une des raisons que je voulais t'inviter, c'est que j'avais trouvé, on se connaît, ça fait une couple d'années, mais comme on disait tantôt, on se croise souvent in passing, fait qu'on n'a jamais vraiment pris le temps, toi puis moi, de s'asseoir puis de juste comme jaser pour une durée de plus que comme 5 minutes, mettons. Mais je trouvais ça intéressant parce que tu disais, tu as un profil plus, working in the shadows, I guess. Mm-hmm. Les gens ont la perception que je suis une personne très publique, mais j'ai aussi un peu ce vibe-là. Je trouve que c'est un truc, pas un sacrifice, là, mais je veux dire, c'est hors de ma zone de confort. Ouais. Puis, typiquement, je suis comme la personne qui fait en sorte que les choses arrivent. Mais je trouvais ça intéressant parce que tu avais un background d'agence, puis il y a eu comme une transition où est-ce que tu as dit, je vends ma business, puis là, on s'est rencontrés dans le contexte de tu étais en train de sortir ta business. Puis tu es reparti dans quelque chose d'autre relativement... ça avait l'air pas vite, dans le sens précipité, mais je pense que t'es très... T'as l'air très, très méticuleuse ou comme très... this is where I'm going. C'est comme... Puis, je sais que tu as une fille aussi, puis que tu jongles avec la parentalité, puis l'entrepreneuriat, puis tout ça aussi. Fait que je trouve ça intéressant de comme voir, qu'est-ce qui a motivé tout ce changement-là, puis passer de justement, juste une agence à un breuvage en canne, puis pourquoi un breuvage en canne, puis il y a comme, qu'est-ce qui a trigger tout ça, genre? C'est sûr que c'est comme plein de couches là, quand on est entrepreneur, comme si on est dans l'action, on est toujours en train, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, c'est rare qu'on se pose puis qu'on se demande la question, est-ce que j'aime, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me vois aussi là-dedans dans les prochains 10 ans? On est très dans livrer des résultats à court terme. Ouais. Puis, ça allait faire quand même 8 ans que j'avais créé la firme de consultation. Puis pour vrai, ça va super bien. J'étais fière du produit que j'avais créé avec mon partenaire d'affaires. Nos clients, je les adorais. Je dirais que j'ai eu peut-être une petite crise identitaire au niveau professionnel où est-ce que j'avais beau avoir du succès, je me sentais pas nécessairement sur mon X. Puis je me sentais un peu mal, pour être honnête, de penser comme ça parce que je savais que j'étais choyée d'avoir du succès. Mais en même temps, quand on est entrepreneur, il faut être passionné, puis c'est mon ingrédient secret. Donc, à la longue, j'ai pas écouté ce petit instinct-là. J'ai laissé les choses aller. Puis je te dirais qu'à un certain point, le fait de travailler
sur repeat, en m'éloignant de mon X, ça a fait en sorte que j'ai même eu des symptômes physiques à un moment donné où je me sentais vraiment pas bien dans la situation. Donc, j'ai osé aller chercher du coaching, voir un petit peu. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai bifurqué, j'ai pris des cours, je me suis inscrite, je me suis dit, il faut que je tombe dans l'action. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je me suis inscrite à des cours sur la global economy, la macroéconomie. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans le monde, ce que je pouvais faire pour donner davantage. J'avais pas mon idée de business encore. Donc, c'est comme si j'avais fait plusieurs actions à la fois pour essayer de trouver ce qui clochait. Puis à un moment donné, c'est devenu évident que ce qui clochait, c'est que j'ai beau faire de l'argent, j'avais besoin de m'engager davantage. Puis, sincèrement, l'idée de les breuvages est venue tout simplement dans la crise du COVID où est-ce qu'il y a eu le mouvement des soft drinks et tout ça, des mocktails, des no-low, sober movement, que je trouvais super intéressant parce que moi, personnellement, je suis une consommatrice aussi d'alcool de temps en temps et tout, mais je trouvais donc bien qu'on tombait du champ droit, du champ gauche. Fait que, pour revenir au sujet, j'ai comme exploré cette idée-là, puis je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin entre l'alcool et entre les mocktails, d'avoir accès à quelque chose qui nous donne un effet, mais qui n'a pas d'effet négatif. Puis, j'ai eu la chance après ça de rencontrer un scientifique et on s'est unis pour être dans cette belle aventure qui a duré 2 ans et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, justement, je suis à New York pour lancer enfin ce produit-là. Ça fait 4 ans que tu as comme commencé déjà? Ou tu sais, comme tu as eu 4 ans que l'idée? j'ai l'idée, mais ça fait 2 ans que je suis tombée dans l'action de dire OK, parfait, on part ce produit-là. Donc, j'ai eu un bon 2 ans de remise en question entre le moment que je savais que je voulais sortir peut-être de cette agence-là et l'action. Donc, c'est ça qui a été compliqué, c'est que c'est pas parce que tu penses que tu veux changer que tu sais pourquoi changer. Changes-tu 4,25 sous pour $1? Je peux-tu avoir mieux ailleurs? Donc, c'est là que j'ai dû sortir de mon quotidien, d'être plus structurée dans mon horaire, me lever plus tôt, aller explorer, changer mon réseau. J'étais juste entourée de marketeurs, je connaissais juste le marketing. J'ai dû sortir de ma zone de confort, aller dans des événements, retourner à l'école pour ouvrir mes horizons. Je te dirais, avant d'arriver à cette idée-là et la concrétiser, parce que sur le coup, tu n'as pas ton aha moment nécessairement là, qui fait que j'ai eu du coaching aussi, comme je t'ai dit. Tu avais un intérêt pour l'industrie, puis comme le même pas. Même pas? Ou? Mais du breuvage, même pas. C'est comme si j'ai fini là. En fait, il fallait que je trouve l'idée dans laquelle je crois assez pour dire OK, tu fais le move. En fait. Puis à force de tricoter cette idée-là, puis de la travailler en parallèle, j'ai confirmé avec le scientifique justement que OK, ça se fait. En fait, je suis capable peut-être de faire ça. Ouais. Moi, j'ai été hyper honnête avec mon partenaire d'affaires. J'ai dit 1 an à l'avance que je voulais vendre la compagnie. Et je lui ai donné 1 an, en fait, pour me racheter. Donc, ça s'est passé, comme tu dis, toute de la perception méthodique, mais je te dirais que la réalité, c'est que j'ai spiné pendant 2 ans en sachant que le end result, ça allait être ça. Mais il a fallu que je trouve la manière de faire. Puis moi, ma manière de sortir était très importante en respect de mon partenaire et tout ça. Fait, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pris le temps de faire les choses comme il faut, par respect aussi pour cette personne-là que j'adore. Ouais. Fait que dans le fond, c'est pour ça que ta transition était somewhat, rapide, dans le sens que tu avais déjà figure out les prochaines étapes avant de dire OK, je sors. C'est super intéressant parce que tu vois, j'ai l'impression que le next act, tu sais, il y a souvent un use case où est-ce que quand tu sors d'une business, les gens se retrouvent un peu comme purposeless. Oui. Puis tu sais, moi, c'est un peu ça qui, pas un peu qui m'est arrivé, mais je pense que, tu sais, post-faillite, puis post-tout le shit show qui m'est arrivé il y a comme 10 ans, j'ai l'impression qu'il y a eu une partie de moi, tu sais, historiquement, toutes les affaires dans lesquelles je m'étais engagée, c'était juste comme la suite logique de... Ouais. Il n'y a jamais eu un moment où je me suis arrêtée faire comme, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu sais, j'étais tout le temps dans l'action. Puis je me suis ramassée dans des situations vraiment incroyables parce que j'ai juste continué, right? Puis là, on dirait qu'avec le recul, maintenant, je suis à une place parce que, bon, d'abord, ma situation a changé parce que j'ai plus 22 ans, mais j'ai aussi une famille. Ma situation familiale est différente. Mais là, on dirait que je suis devenue hyper critique. Fait que
pas que je sabote toutes mes idées, mais on dirait que ce que je cherche dans une business est rendu tellement... j'ai réalisé que je suis à une place où est-ce que je sais qu'est-ce que je veux pas, mais j'ai de la misère à figure out qu'est-ce que je veux. Puis il y a plein d'affaires que j'ai essayées au fil des années qui ont marché ou pas, ou tu sais, souvent c'était comme une question de partner puis tout ça. Mais on dirait qu'une certaine façon, tu sais, vu de l'extérieur, des fois je vois des gens justement qui passent d'une affaire à une autre, puis je suis comme, oh my god, tu sais, c'est tellement. Ça a l'air facile, mais je le sais que ça l'est pas du tout, tu sais. Puis je trouve ça intéressant de justement comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, parce que, tu sais, la perception des gens, puis la réalité, c'est souvent... Complètement. Tu as raison qu'être entrepreneur à notre âge, c'est pas la même chose qu'être entrepreneur quand j'ai commencé à 26 ans. Moi aussi, je suis maman d'une grande fille. Puis, je te dirais que j'étais doublement motivée par ma nouvelle business, sachant que j'avais une fille adolescente qui allait consommer ce produit-là. Donc, je te dirais que mon coaching m'a aidé vraiment à compartimenter mes idées, puis comprendre qu'est-ce que, dans le fond, l'idée devait avoir pour être viable, pas d'un point de vue financier, mais d'un point de vue me garder connectée à cette idée-là pour les 10 prochaines années. Parce qu'à notre âge, comme tu dis, on est hyper critique. Ouais. Tu veux pas gaspiller ton temps, là, ton énergie. 100%. On a connu de passer, on sait qu'est-ce qu'on vaut. Donc, il faut vraiment que tu sentes que tu es assez connecté à l'idée pour donner le extra effort qu'on a moins en tant que maman, l'extra time qu'on a moins aussi en tant que maman et tu es femme de moins bientôt 40 ans. Donc, je te dirais que ma fille a été un trigger principal sur le fait que je me sens plus fière qu'elle me voit travailler sur quelque chose qui a la chance de changer les choses. Et aussi de l'avoir comme ma future consommatrice de mon produit. Je trouve ça vraiment fascinant. Puis j'avais vraiment envie d'investir. J'ai trouvé comme ma cause, OK, mais investir dans quoi? L'environnement, les jeunes, la santé mentale. Fait qu'en ligne, il y a plusieurs cours pour t'aider à réfléchir sur qu'est-ce qui vient vraiment chercher tes valeurs. Il y a The Human Technology qui donne un cours là-dessus, qui parle plein de manières, en fait, que tu peux t'engager, que ce soit la pauvreté, la faim dans le monde, la malnutrition. Puis là, tu réalises, en fait, qu'est-ce qui me trigger? Moi, qu'est-ce que j'ai envie de contribuer? Fait que ça m'a aidé à démêler mes idées. Puis moi, la jeunesse m'a toujours touchée. J'ai toujours été hyper fascinée par ça. Donc, on dirait que des fois, comme tu dis, on a tellement d'idées, mais quand tu trouves des petits hooks comme ça qui te permettent de te rapprocher puis de centrer tes idées, ça m'a tranquillement amené en fait à cette idée-là du breuvage puis de dire, OK, ça remplit toutes mes cases, même celles des jeunes. Donc, j'ai dit, c'est celle-là. T'as-tu une liste? T'avais-tu une vraie liste, genre une checklist? J'ai des cahiers d'idées, moi, puis comme tu dis, j'ai barré tout le temps. J'avais pas j'accrochais pas sur mes idées. Puis on dirait que c'est parce que je focusais trop sur l'idée, sur le output, donc la forme de l'entreprise en tant qu'entrepreneur. Quand on a eu un produit dans le passé, tu penses au produit final, mais tu penses pas à comment tu vas te sentir en bâtissant cette business-là. Puis on dirait que j'avais oublié de prendre la porte de derrière. Mes idées, c'était tout le temps des aboutissements. Comme je n'avais pas écrit « I want to make a drink ». En fait, c'est que je savais que je voulais... exemples de trucs, là? Tu te souviens-tu des idées que tu as scrappées, mettons? Là? Et, ben, c'est pas que j'aimerais pas te dire, c'est juste que ça fait tellement longtemps. Mais je sais qu'en tout cas, au début, c'était pas supposé être une boisson cana du tout que j'allais faire. J'ai vraiment bifurqué. Au début, c'est supposé être utiliser d'autres types de plantes, d'autres types et tout. Puis finalement, on a scrappé au complet pour venir vers le cana qui était une plante naturelle. Ça, je peux te le dire. J'ai tué d'autres idées qui ont attiré mon attention. Au début, les jeunes, justement, je me disais, il faut que je redonne aux jeunes. J'étais une marketeur en technologie. Je trouvais qu'il manquait vraiment de contenu francophone pour aider les parents à encadrer les jeunes dans toute leur utilisation de la technologie. Donc, j'étais comme, est-ce que je pars une fondation? Est-ce que je me pars vraiment un système de conférences puis de support au gouvernement pour aider les parents? Fait que j'étais vraiment allée très champ gauche dans fondation, engagement, par rapport à, je me dis, je vais capitaliser sur mon expérience en numérique puis je vais la redonner aux parents des jeunes. Puis, je l'ai exploré. J'ai donné des conférences dans les écoles. J'ai rencontré des organismes super qui le faisaient déjà. Puis, j'étais comme, c'est quoi? Ça existe déjà, puis les gens sont bons là-dedans. Il n'y a rien de nouveau à amener, genre. Je pense que ce qui est important, c'est quand tu as des idées, avant de la rayer, si tu penses qu'il y a peut-être quelque chose, va explorer, va l'essayer. Puis souvent, en le faisant,
as ta réponse par toi-même. Puis ça va t'amener ailleurs aussi avec d'autres connexions. Ouais. C'est intéressant ça, parce que tu vois, il y a une couple de mois, j'étais en train, j'ai comme une liste ongoing de idées de business, là. Puis à un moment donné, j'ai vu une affaire, puis on dirait que, tu sais, des fois, je sais pas, j'ai vu une vidéo passer quelque part, puis une couple de mois après, mon cerveau a fait les connexions dans ma tête. Puis là, j'étais vraiment excitée par cette idée de business-là que j'avais eue. Puis pendant une couple de semaines, j'étais comme, tu sais, je réfléchissais, puis là, je fais beaucoup, I guess, pas de projection, là, mais tu sais, c'est comme, OK, puis opérationnellement, comment ça va, c'est comme la distribution, puis je réfléchis à tous les aspects. Puis là, il y a un moment donné où j'ai cliqué que ça ne pouvait pas rouler 12 mois par année parce qu'il y avait de la météo au Québec qui fait que l'hiver, ma business serait comme plus ou moins en hibernation pendant 5 mois. Puis là, instantanément, j'ai comme débuzzé, puis j'ai comme, mon cerveau l'avait tué. J'étais comme, non, ça ne sert plus à rien. Parce que la saisonnalité fait que je ne peux pas opérer 12 mois. Puis là, j'étais comme, tu sais, complètement dévastée parce que pendant 3 semaines, j'étais obsédée par cette idée de business-là. Puis là, tu sais, puis je parlais de ça avec une de mes mentors, puis comme, mais tu fais une liste, tu sais, comme, parce que la saisonnalité, ça peut être un positif ou un négatif, là. Exactement. Il y en a plein de business, là, tu sais, genre le super club aquatique, le machin chouette, là, que, tu sais, ils roulent quoi, 3 mois par année, eux autres, là, mais en tout cas. Fait que c'est comme une game qu'il faut que tu, en tout cas, faire la liste de tous les critères. Fait que là, mon devoir, c'est de faire je vais faire un fichier Excel, I guess, je Oui, pense. puis quand tu as peur, là, tu fais ce que j'appelle le pré-mortem, où est-ce que tu fais comme si tout allait aller mal, puis là, tu reviens dans le passé, mais y a-t-il une solution à ça? Tu te rends compte, en fait, que ça va pas si mal. Il y a toujours une solution à quelque chose. Ouais. Puis juste pour que tu saches, avant d'arriver au breuvage, dans le fond, dans mon 4 ans d'exploration, j'ai même fait 1 an de bénévolat dans une entreprise AI. Parce que je me disais, c'est ça le futur, c'est là qu'il va y avoir de l'argent. Puis j'ai donné du temps pour découvrir que je me trouvais trop vieille pour compete the game. J'étais comme, les jeunes sont natifs, ils vont rentrer là-dedans. J'étais comme, j'ai pas assez d'énergie à mettre là-dedans, même s'il y a beaucoup d'argent à faire. Donc, tu sais, j'ai laissé tomber des idées que je savais qu'elles allaient être lucratives, qui faisaient du sens au point de vue du marché, mais qui n'étaient pas moi. Puis à ton point de saisonnalité, ce qui m'a aidé aussi, c'est de réaliser, comme les CPG brands, là, le breuvage, ça va prendre du temps avant que ce soit du full-time. Puis ça m'énervait au début, parce que j'étais comme, je ne parle pas de business pour du moindre. Là. Moi, c'est go big or go home. Puis, mon ancien partenaire d'affaires m'a dit quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, puis qui m'a dit, mais pourquoi tu choisis? Pourquoi il faut que tu dises absolument, je quitte le domaine du marketing et je deviens CPG founder? Pourquoi tu ne fais pas les deux? C'était d'une évidence quand il me l'a dit, mais pourquoi qu'on se fait ça? Pourquoi qu'on s'inflige de choisir une chose? Donc, on dirait que depuis 1 an, je réalise que, en fait, c'est moi qui m'obligeais à aller all-in, mais ça se fait en transition de capitaliser ce que tu as bâti dans le passé. Ben oui. Pendant que tu bâtis le futur. Donc là, je te dis ça parce que ça a tempéré mes ambitions sur c'est correct de faire partial time until. Mais pourquoi ça ne peut pas être temps plein? Tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que la job la plus tough de CPG, c'est la distribution pour la commercialisation, non? Ben en fait, peut être temps plein, mais la réalité, c'est que pour faire de l'argent, il faut investir de l'argent. Puis à un moment donné, c'est pas non plus une caisse sans fond. Donc, puis il faut quand même que tu gères bien ton niveau de stress. Oui, tu peux aller chercher de l'investissement. Donc, tu peux être full-time, mais je pense que faut quand même que tu sois réaliste, surtout avec quoi on en est dans nos vies, la maison, l'enfant, des obligations. Je voulais avoir mon petit coussin quand même. OK, puis c'était plus un rationnel financier, genre bootstrapper versus fonder la business, puis c'était pas une question de pas fait de job. Ouais, moi, j'ai décidé de me bootstrapper. C'était une décision stratégique. Donc, mais ça vient avec une mécanique différente que d'aller chercher de l'investissement le jour 1. Puis là, dans le fond, te donne des ailes, tu décolles tout de suite. Mais ce bootstrapper, c'est un autre scénario en soi, mais qui donne un autre type de liberté super intéressante. Où est-ce que tu n'es pas juste dans une direction, tu peux être dans l'exploration, puis tu peux pivoter plus facilement. Moi, c'est super intéressant que tu dis ça parce que je pense que, je rencontre fréquemment des entrepreneurs qui, tu sais, ils ont surtout des first-time founders, I guess, je pense, mais qui ont comme l'espèce de perspective de comme il faut que tu raises à tout prix parce que sinon, tu n'as pas de succès, tu sais. Puis, tu sais, je pense que bootstrapper te donne, comme tu dis, tu sais, mais c'est sûr que comme définitivement, tu vas pas tout le temps aussi vite, là.
Non, c'est ça. Il y a des certains types d'entreprises où justement, comme tu dis, dans ton cas, je pense que c'est probablement le cas aussi, là, mais faire des batchs. Je parlais avec quelqu'un récemment qui veut aussi faire des produits en canne, qui me disait, ben il n'y a pas aucun fournisseur, ou je pense que c'est du Tetra Pak, mais bref, dans le breuvage, là. Puis c'était comme en bas d'une commande de 20 000 unités, il n'y a pas personne qui veut manufacturer. Ton minimum, c'est 25 000, puis ça, c'est juste les canettes. Après ça, tu achètes pour 100 000 cartons, 100 000 ici. Donc, il faut déjà que tu sois dans l'investissement de ta prochaine année. C'est beaucoup d'argent upfront, cette business-là. Ouais. Fait que là, ça veut dire que tu as comme des palettes qui traînent quelque part avec des cacanes, puis là, il faut que tu t'assois dessus puis que tu essaies de les vendre pendant la prochaine. Exactement, mais en même temps, c'est la plus belle monnaie d'échange que tu as. On est souvent, l'erreur que j'ai faite, dans le marketing, c'est futile, c'est du service, tu peux aller de l'avance très vite. Quand c'est comme ça, tu peux aller vite jusqu'à un certain niveau. Tant que tu n'as pas ta canette, tu veux en parler comment ton produit est extraordinaire, il faut faire de la présence, il faut que les gens y goûtent. Donc, d'abord, nous, on a décidé d'y aller par étapes, par page de 25 000 unités pour aller vraiment tester tout le marché, pour pouvoir aller chercher les commentaires, optimiser les systèmes de distribution. Ça fit avec la stratégie de bootstrapping. Et nous, on est très proche de notre produit, de notre communauté. Donc, c'est vraiment les échelons qu'on a décidé de prendre, surtout que nous, on est une compagnie canadienne qui lance aux US. Un niveau de complexité. Avec le climat puis les tarifs en ce moment, ça doit être super intéressant. En même temps, c'est excitant. On va venir au Canada en temps et lieu. Pourquoi pas commencer par le plus difficile? Ouais. Fait que là, t'as-tu comme un distributeur américain, puis tu vas faire un 3PL c'est quoi ton plan comme de commercialisation? Tu vas vendre direct ou tu vas faire des magasins et des épiceries? On a une stratégie mixte. En fait, nous, on va avoir le D2C, donc notre site e-commerce qui est déjà en mode pre-order actuellement, qui est tout juste peut-être en ligne. On va avoir des endroits sélectifs dans un contexte de retail aux États-Unis qu'on va choisir sur la côte Est au départ. Parce qu'on veut vraiment s'assurer qu'on donne une bonne expérience. Je pense que personnellement, surtout quand on est dans du premium, on peut faire l'erreur d'aller trop vite, trop loin. J'ai de l'ambition, mais je veux bien faire les choses, puis que le customer service soit A1, puis que notre chaîne opérationnelle soit éprouvée aussi. C'est juste valider nos chiffres. Donc, côte Est, on n'a pas un distributeur volontairement actuellement. On va directement avec les wholesale et tout, les destinations retail, les spas, les hôtels. C'est notre client type parce que c'est un produit, comme je te dis, haut de gamme. Puis, on a décidé de faire des 3PL en pôle. Donc, là, on est sur la côte Est. On a tout un 3PL Logistics en pôle pour servir la côte Est. On va dans la côte Ouest, on va avoir des partenaires. On va aller au Canada, on va avoir des partenaires. Parce que souvent, ce qu'on s'est fait dire par nos mentors et tout dans l'industrie du breuvage, c'est que quand tu fais faillite, tout ce qui est difficile, c'est le shipping de l'eau. Parce qu'en fait, les prêts à boire, il y a beaucoup d'eau là-dedans, c'est du liquide. Il y a le concentré aussi, mais le shipping, le transport de liquide coûte très cher et mange beaucoup de marge. Donc, il faut que tu sois vraiment ingénieux sur comment tu montes ta business. Puis, ça fait plusieurs fois que tu parles de nous. Est-ce que tu as comme une équipe avec toi dans ce projet-là aussi? Donc, j'ai mon merveilleux partenaire d'affaires, Samuel, qui est d'ailleurs en ce moment en train d'écouter le podcast. Je ne peux pas partir ça sans un cofondateur. Tu sais, quand tu parlais d'avoir l'idée, c'est quelque chose, mais tu n'as peut-être pas l'expertise de générer ton idée. J'ai eu cette idée-là, mais j'ai eu la chance d'avoir ce scientifique-là. C'est un ingénieur en bioressources. Je ne savais même pas que c'était un rôle qui existait, qui m'a été recommandé par quelqu'un. Donc, quand je l'ai rencontré, j'ai parlé de mon idée. Mais sans cette personne-là, sans Samuel, je n'aurais pas pu développer le tout. Tu sais, j'ai dit, mais moi, je cherche une fleur avec des propriétés actives qui me permettent d'aller stimuler l'hormone du bonheur, la sérotonine. Je veux créer des effets similaires. Donc, j'ai donné toute ma checklist, pas de downside, pas de crash, pas de si, bio. Puis, il était comme, OK, c'est ta liste d'épicerie. Je dis oui, mais je ne sais pas comment je fais. Puis, dans le fond, cette personne-là a exploré de son côté aussi, voir est-ce que c'est une bonne idée qu'elle a eue. Il a validé que c'était une bonne idée, que ça se faisait avec la fleur du Cana. Puis, lui-même s'est proposé à un moment donné en disant, moi, ça me tente de me lancer là-dedans avec toi. Donc, il y a aussi du serendipity là-dedans où est-ce que j'ai eu la chance d'avoir ce cofondateur-là, mais beau duo entre entrepreneur-marketeur avec le scientifique conformité et tout.
Puis c'est là que dans ton analyse d'idées, tu sais, toi, quand tu as ta recherche, c'est pas parce que tu n'as pas l'expertise que cette idée-là n'est pas viable. Puis ça peut être surprenant comment des fois tu peux rencontrer aussi l'autre moitié qui fait ça arriver. Donc, ouais, c'est un truc qui est quand même complexe, I guess, là, parce que, tu sais, je veux dire, moi, ça fait à peu près, genre, mais ça fait 10 ans-ish là, que je travaille avec différentes personnes dans différents projets. Mais tu sais, ça fait 3 ans où est-ce que je suis plus activement en train d'essayer de make it happen, I guess. Là. Puis tu sais, d'une certaine façon, mon opération de fractional CEO, c'était juste comme une excuse, puis je m'en cache pas, puis j'en parle régulièrement. Mais mon rationnel derrière le CEO, c'était de dire, ben, je vais travailler avec du monde un petit peu, puis voir s'il y a un fit pour faire de quoi d'autre plus gros éventuellement. Parce que je trouve ça fucking weird de dire à quelqu'un, on va prendre 3 cafés, puis maintenant on est partner, tu sais. Parce que tu peux pas vraiment mesurer comment un humain est dans des conditions de high stress, puis sous la pression, puis tout ça. Dans des use cases où est-ce que, tu sais, c'est comme, t'arrêtes de cruiser, là, genre, il n'y a pas... en tout cas... Nous, on s'est testé pendant 1 an à temps bénévolement les deux pour voir si on peut faire la business ensemble. Ça se passe pas autour de 3 cafés. Là. Non, vraiment pas. Chacun ses approches. Nous, on a travaillé 1 an ensemble avant de signer les papiers. Est-ce que tu savais que tu étais à la recherche de quelque chose ou c'est juste un truc qui est arrivé organiquement puis que... tu veux dire quand je l'ai rencontré lui? Ouais, est-ce que toi, comme t'es parti, est-ce que tu t'es dit ça me prend un partner ou c'était plus comme non, je savais pas moi, je pensais avoir des employés au début qui travaillaient pour moi jusqu'à temps que je me réalise que c'était moi puis moi, c'était un bon fit. Puis il y avait envie aussi parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie d'être entrepreneur. Samuel, dès le départ, Amy fait révéler son côté entrepreneur et tout. On était d'accord les deux qu'il fallait qu'on se teste avant de se marier, en quelque sorte. C'est carrément un mariage, là, surtout quand on parle d'argent. C'est des sujets qui rendent les relations très rigides. Mais on était d'accord les deux qu'il fallait qu'on se teste. Donc, moi, je devais y prouver aussi ma valeur. C'est pas parce que j'ai une bonne idée puis que je dis que je vais mettre de l'argent que je vais la mettre. Est-ce qu'elle la met, l'argent? Puis moi, de son côté, je voulais valider, OK, il dit qu'il est expert, mais expert à quel point on va se rendre loin? Donc, moi, mon risque était d'investir de l'argent dans le beurre si ça ne marchait pas. Et son risque, c'est d'investir du temps et de l'expertise dans le beurre aussi. On avait un contrat un peu non officiel, en quelque sorte, par écrit. Mais comme je t'ai dit, on a fait notre due diligence humain aussi, fit de caractère, avant de devenir partenaire. Comment tu fais pour valider l'expertise de quelqu'un dans un rôle que tu ne savais pas qu'il existait 6 mois avant? Donc, je ne peux pas valider si ce qu'il me dit, c'est vrai ou pas, mais après ça, j'ai demandé, ça faisait du sens. Puis aussi, on a travaillé, il m'a amené des partenaires aussi. À un moment donné, il faut que tu travailles. La formulation, on ne la fait pas dans notre sous-sol. On a des partenaires vraiment très bons qui la formule. Après, j'avais les tests scientifiques qui prouvaient qu'en effet, il y avait tant de pourcentage d'ingrédients actifs. Donc, à force d'avoir des validations, tout ton produit avance. C'était comme, OK, alors, en effet, ce qu'il dit, c'est vrai. Bien que je n'ai jamais douté de ce qu'il disait, mais tu as raison qu'il y a un due diligence, mais ça, c'est en entourant d'experts qui te valident avec des certificats. De toute façon, dans ce domaine-là, j'ai découvert que du moment que tu tombes dans tout ce qui est alimentaire et tout, les réglementations, la conformité est super importante. Tu as eu la joie de dealer avec la FDA. Donc, oui. La FDA est pas mal plus... Moi aussi, c'est pour ça. Est plus facile que d'autres aussi, mais à date, Santé Canada et la FDA ont été cléments et avec nous. Donc, on est très contents. On est FDA compliant sans problème actuellement. Ouais. Fait que là, tu es au point de... Tu es là pour lancer le produit officiellement, comme c'est la première fois que tu... Ce soir. Ouais. Officiellement, on a eu la chance d'être invité par un partenaire que je ne peux malheureusement pas révéler le nom, mais qui va l'être ce soir. Une nouvelle destination wellness en plein Manhattan, Soho, qui va lancer plein de produits vraiment hand-pick, long processus de sélection. Puis, on a été invité à distribuer, non seulement c'est un acheteur, donc notre produit va se retrouver là, mais en plus, ce soir, durant l'événement, on va avoir la chance de présenter le produit à travers les journalistes, les invités et tout, qui vont pouvoir le tester live. Et pour nous, c'était vraiment clé parce que tu peux décider d'y aller par le format typique, distribution et tout, ou tu peux essayer d'y aller par
la porte en arrière avec des partenariats comme ça que tu valorises beaucoup. Nous, c'est la porte qu'on a décidé de prendre des collaborateurs avec les mêmes valeurs, le même niveau de détail parce que sinon, on pense de se noyer un peu dans une mare, une grande océan où il y a beaucoup de compétition actuellement. Ouais. Puis le play de lancer aux États-Unis avant le Canada, est-ce que c'était un enjeu régulation ou c'était vraiment plus un alignement par rapport à ta brand puis tes positionnements? En fait, dès le départ, on a organisé notre business pour pouvoir lancer dans les deux. Donc, on s'est fait deux scénarios en parallèle en se disant Canada, c'est beaucoup plus facile pour nous. On a le marché, on a la proximité, on a le réseau. Donc, on y allait en ligne pour le Canada, mais on savait qu'avec Santé Canada, c'est toujours des fois un peu plus long. C'est normal. C'est connu que c'est des processus quand même assez rigoureux. Puis, on a mis aussi le stream FDA US. Puis, c'est juste que le US a pris forme beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Donc, les deux travaillent en parallèle. C'est vraiment la force des choses qui a décidé ainsi. Mais les deux continuent de travailler en parallèle. Il faut toujours que tu prépares ton prochain lancement pendant que tu lances, dans le fond. Oui. Mais là, ton produit, tu le manufacturé ici, puis je peux là-bas après ou tu le manufactures déjà aux États-Unis? Toutes des choses qu'on a dû décider au fur et à mesure. On a fait le scénario 3PL canadien shippé aux US, mais avec la situation qui est complexe, géopolitique et tout, on a décidé de jouer le safe et d'avoir, dans le fond, tout ce qui est formulation. Les ingrédients sont shippés carrément aux États-Unis. La formulation se fait là, le 3PL se fait là. Ce qui permet non seulement à nous d'avoir une meilleure économie des coûts, plus de contrôle sur la chaîne opérationnelle, mais aussi ça nous permet d'offrir à nos consommateurs des prix plus compétitifs. Oui, non, c'est sûr. C'est vraiment brutal en ce moment, ce qui se passe, là, parce que j'ai plusieurs clients en ce moment qui vendent ou qui veulent vendre aux États-Unis. Puis j'ai une cliente que du jour au lendemain, ses ventes ont disparu, là, comme le marché américain a chuté complètement, parce que c'est quasiment, c'est comme t'achètes un produit à 80$, ça te coûte 80$ de frais de douane. Exactement, on ne pouvait pas se permettre ça, puis tu ne contrôles même plus les délais si ton produit est old ou pas. C'est toutes des choses que tu dois réagir rapidement, donc c'est pour ça que tu es en mode bootstrapping et tout. Si on revient à tout l'environnement autour, on est très libre, qui nous permet de bouger. Puis, je pense que mon partenaire appelle ça Asset Light. J'espère que tu m'écoutes, Samuel, et que tu vas me corriger dans le chat si je dis n'importe quoi. Mais ça nous permet de réagir rapidement, en fait, avec des contrats qui sont assez courts, qui nous permettent de tourner vers une direction s'il y a quoi que ce soit qui arrive quand on est dans des contextes politiques aussi instables. Il faut pouvoir gagner notre autonomie, garder notre autonomie puis réagir rapidement. Ouais. C'est vraiment cool que tu puisses. Fait que là, ça vous a pris combien de temps, entre le moment que tu as dit, OK, voici ce qu'on fait, puis trouver votre partenaire américain, puis tout ça. Est-ce que ça a été un processus quand même. J'imagine que tu as évalué une variété de fournisseurs, là. Je suis dans ce processus-là en ce moment, actually, pour un client. C'est là que Samuel vient une grande valeur ajoutée. Lui, il a géré beaucoup de lancements de produits dans toutes les formes, poudre, liquide, solide, formulation. Donc, c'est lui qui a travaillé tout ce réseau-là. Puis souvent, les partenaires canadiens, ils ont des partenaires américains, donc c'est la meilleure manière de partir le tout. Donc, c'est vraiment lui que... Hein? Il dit bien sûr. Ah, bonjour Samuel! Donc, c'est vraiment nos partenaires aussi canadiens qui nous ont aidés à trouver les bons partenaires. C'est sûr que d'avoir un endossement, je te le recommande. On s'est fait référer des partenaires américains. De partir from scratch sans pouvoir le valider, c'est dangereux. Oui, c'est bon. Samuel se rend même sur place aussi pour valider toute la qualité de ce qui est fait. Donc, il y a un coût quand même de nous d'avoir choisi un partenaire américain. Présentement, on est très contents quand même. Mais ça te permet aussi d'avoir des validations. Puis quand il y a des pépins, ces partenaires-là qui t'ont référé peuvent t'aider aussi à régler les pépins. Donc, je te conseille quand même de marcher avec ton réseau de proximité qui te réfère, en fait, les réseaux internationaux. Ouais, c'est ça. J'ai parlé avec plusieurs personnes, là, puis tout le monde, c'était clair pour moi que j'allais aller sur place aussi pour voir les places, là. Surtout que notre produit n'est pas manufacturé ici, puis que il y a un enjeu de QA qu'il faut que
j'ai pas vu le produit, puis si le produit est shippé directement de la manufacture jusqu'à le 3PL aux États-Unis, on l'a jamais dans nos mains, tu sais. Fait que c'est comme une... En tout cas, c'est une bébite qui est quand même très complexe, que si tu n'as jamais travaillé avec des compagnies de logistique comme ça, puis que tu connais pas ce monde-là. Genre, moi, ma première job ever, je vidais des trucks chez Canadian Tire, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment beaucoup de fun à faire ça, mais il y a quand même beaucoup de moving parts. C'est tout dépendant, ton produit, tous les produits sont différents, mais dans notre cas, la qualité de l'effet qu'on vend, la pureté des ingrédients était clé. Donc, on devait avoir, donc je te recommande d'avoir quelqu'un de conformité, tout dépendant de ton type de produit. C'est là qu'un Samuel rentre en jeu. Il y a plein de consultants là-dedans aussi qui valent la peine. D'ailleurs, Samuel est consultant là-dedans. Mais ça vaut la peine d'avoir quelqu'un de conformité qui peut aussi te libérer de toute cette charge-là. Est-ce que mon produit est conforme ou pas? C'est une expertise en soi, là. Ouais, mais dans un contexte où est-ce que c'est dans l'alimentaire, tu n'as pas le choix, je pense, de toute façon. C'est ça, moi, je ne sais pas dans quoi tu vas te lancer, mais c'est un produit tech, c'est pas la même affaire du tout, là. Mais, OK, un produit tech, c'est sûr que là, il n'y a pas de conformité ou de danger pour la santé. Ben, il y a quand même, la gestion de l'information, puis les serveurs, puis, il y a comme un enjeu technologique, sécuritaire-ish, là. Mais c'est pas du tout la même game. Mais ça reste que, c'est juste drôle parce que tu parles de ça, puis c'est littéralement ce que j'ai fait la semaine passée, c'est de parler avec des 3PL milieu de nowhere aux États-Unis pour figure out comment faire shipper mon produit. Parce qu'on avait prévu de le faire ici jusqu'à temps que l'annonce des tarifs arrive, puis on était comme, ben, il y a plus d'opportunités aux États-Unis si on le fait ici. Fait que... Ben, je te conseille peut-être de revenir vers tes partenaires canadiens, puis de voir si eux, ils ont des partenaires américains à te proposer. Ils ne te demandent pas rien en échange. C'est juste que quand tu es rendu au Canada, après ça, tu peux les considérer. Mais ça vaut la peine d'aller valider vers eux. Oui, 100%. Mais c'est intéressant quand même parce que je pense que tu réalises qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis c'est un peu ça le raisonnement pour moi derrière ce show-là, parce que il y a tellement de monde qui font tellement d'affaires, mais tu le sais pas parce que personne n'en parle. Tout le monde est un peu comme, tu sais. Puis moi, c'est le genre de truc qui me fait geeker un peu parce que, je veux dire, tout le monde fait des affaires vraiment cool, mais tout le monde a l'impression que c'est pas intéressant. Puis mais si on en parlait, ça serait vraiment, tu sais... Oui, je suis d'accord. Il y a des shortcuts. Quand les autres le font, nous aussi, on a eu des shortcuts. Il y a des gens, encore une fois, c'est d'y aller avec ceux qui ont une bonne expérience. Puis nous, on n'a pas été voir juste des gens qui avaient succès. J'ai passé du temps aussi avec des entreprises en beverage qui ont fait faillite. C'est vraiment intéressant. Sur qu'est-ce qui, selon toi, t'a amené à la faillite? Donc là, j'en ai appris beaucoup sur justement tout le volet financier à regarder, les erreurs à ne pas faire. Je pense que souvent, quand on parle de New Venture, on focus juste sur « Ah, je vais faire comme lui, lui a réussi ». On focus rarement sur ceux qui ont fait faillite. Ça ne veut pas dire que c'était pas des bonnes idées. Des fois, c'est une question de timing et tout. Puis ces gens-là sont vraiment willing de partager des informations. Ben oui. Comment tu les as trouvés? Je suis comme une détective. J'ai vraiment ce talent-là de passer beaucoup de temps à scruter le profil des gens et oser aller demander de l'aide. Donc, sur LinkedIn, beaucoup de temps passé à des mots-clés et tout. Il n'y a pas une personne qui me dit non pour me donner de l'aide. C'est sur des 15 à 30 minutes. J'arrive très préparée. Quand je reach out, je sais exactement ce que je veux. C'est étonnant à quel point les gens sont prêts à nous aider. Vraiment, là. C'est vrai. Et je suis convaincue que sur LinkedIn, tu mettras un post, les gens se tagueraient eux-mêmes. Les gens aiment beaucoup plus parler qu'on pense de parler. Ben oui. J'ai fait un post, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, là, j'ai fait un post disant que j'étais en train de vetter les 3PL justement pour un client, demandant, help me review my process, genre, pour le... Puis je me suis fait défoncer, là, t'as pas idée à quel point ce que les gens... Comme moi, j'en ai un 3PL, j'étais comme, oui, c'était pas ça que je t'ai demandé, mais il y avait plein de monde dans les commentaires qui étaient super, tu sais, knowledge bomb, genre, oublie pas de checker telle chose, ou ton processus est vraiment solide, mais vérifie telle chose, demande à parler, pas juste à des clients actifs, mais des anciens clients de ces gens-là, pour voir c'est quoi l'exit process, mais aussi pourquoi vous êtes partis, tu sais. Oui, complètement. Ça, je trouve ça super nice. Puis c'est une des affaires que j'apprécie beaucoup de LinkedIn. J'ai réalisé que si tu es capable d'écrire ou si tu es capable d'envoyer un message, I guess, qui n'est pas juste comme « Hey, allô, comment ça va? » genre. Parce que, tu sais, il y a du monde, de même, qui t'envoie des messages juste comme... En tout cas,
c'est vraiment relativement facile d'avoir l'attention de quelqu'un, slash, tu sais, de faire en sorte, tu sais, quand tu envoies un message, puis j'ai écrit, au début de l'année, je me cherchais un mentor, puis je me suis dit, shoot for the moon, puis see what happens, right? Fait que je me suis fait une liste, le nom de ma liste, c'était They're for sure gonna say no. Puis là, j'ai mis tous les gens que... Puis je me suis ramassée avec genre Sophie Brochu sur ma liste, parce que je veux dire, c'est une madame qui n'a pas la langue dans sa poche, puis je veux dire, vraiment, moi, je la trouve vraiment cool. Puis je trouvais pas d'informations pour la contacter, fait que j'ai justement envoyé un message sur LinkedIn, puis j'étais comme « Allô, t'es vraiment cool. » Puis tu sais, dans le message de demande de connexion, t'es comme un nombre de caractères limité. Fait que j'avais juste comme 200 quelques caractères. Ouais, ça va vite, ouais. C'est comme « Allô, je me cherche un mentor, peux-tu se parler? » Genre, ou un enfant de même, tu sais. Puis elle m'a répondu, elle comme, hey, pour vrai, je reçois des messages de même comme tous les jours, puis je peux pas tous les prendre, mais tu sais, en tout cas, elle est super gentille. Mais ils répondent, c'est ça. Puis souvent, il y a la round 1 qui est comme ça. La round 2, souvent, moi, je vais y aller avec les first connection et second connection. L'introduction à ne jamais négliger. J'essaie souvent d'être référée par quelqu'un qui connaît mieux cette personne-là que moi. Il y a des gens qui c'était vraiment bons connecteurs. Allô à Jean-Michel Goussoum qui m'a beaucoup aidé dans les dernières années à me connecter à plein de gens. Donc, des fois, il y a des petits anges comme ça sur notre chemin qui aiment connecter, puis c'est leur force. Puis à un moment donné, un jour, c'est le karma, ça va leur venir d'une manière différente. Oui, c'est ça que j'avais fait. Moi, je me suis fait une liste d'épicerie. Voici tout ce que je veux. Ou, tu sais, quand je cherchais ma mentor, justement, puis j'ai parlé à des gens que je connais, puis j'étais comme, voici ce que je cherche. Y a-tu du monde que, tu sais, comme, rings a bell, t'es comme, faut-tu parler à un tel, tu sais? Fait que là, j'ai eu la même conversation avec plusieurs personnes, puis là, je me suis ramassée avec une grosse liste de plein de monde. Puis là, après ça, ben, tu sais, j'ai pu passer à travers les gens, puis finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui était comme vraiment incroyable. Mais c'est ça, il y a un gars qui m'a dit, envoie-moi ta liste par courriel, puis il m'a envoyé genre 10 noms par courriel, tu sais. Puis c'est ça, ouais, vraiment. C'est comme, merde, je peux pas le demander. Puis toutes des personnes incroyables, tu sais. Fait que si t'es capable de trouver, c'est comme super connecteur ou whatever, là. Mais tu sais, dans le temps que LinkedIn, au début, là, genre 2014, là, tu sais, dans le temps que tu connaissais tout le monde, tu allais à un événement de réseautage, tu prenais la carte sur LinkedIn, là. Tu connaissais tout ton réseau, ça, c'était vraiment valuable. Parce que maintenant, c'est comme, tu as 458 connexions en commun. Puis le 3 quarts du temps, je demande à chien, tu connais-tu un tel? Puis tu es comme, non. Fait que c'est comme rendu dur de savoir qui tu as raison, il y a beaucoup d'erreurs. Ça m'arrive souvent que des gens m'écrivent en me disant, hey, tu t'es connecté à telle personne, peux-tu me présenter? Je suis comme, ailleurs, je me souviens même plus c'est qui cette personne-là. Ça, c'est justement peut-être une erreur de débutante que j'ai faite en grandissant mon réseau. Il y a des gens qui travaillent vraiment leur réseau. Il y en a un qui me dit thank you for the connection request, though. Mettons, parce que moi je parle en anglais parce que j'aurais écrit en anglais, mais merci pour la connexion. Cependant, mon réseau est super important actuellement. Je cherche tel type de personne dans mon réseau, donc je ne peux pas t'accepter. Puis je suis comme oh, cette personne-là, c'est vraiment... moi, je fais ça aussi. Moi, je suis super. Je ne suis pas anale, là, mais dans le sens que je reçois tellement, tu sais, comme là, mon affaire de 3PL, il y a comme 90 personnes de logistique qui m'ont acheté sur LinkedIn. Puis je les ai quasiment toutes refusées, sauf genre 2-3 qui m'avaient envoyé des messages personnalisés parce qu'on s'était parlé avant. Mais moi, ma règle maintenant, c'est si je veux te parler, genre, je t'ajoute. Ou, tu sais, si c'est comme tu es dans mon ICP ou tu es un entrepreneur puis que je trouve que ce que tu fais, c'est cool, genre. Mais c'est pas mal les seules personnes que j'accepte parce que, il y a une limite. Là, je veux dire, je pense que je suis vraiment loin anyways, mais j'ai commencé aussi, tu sais, quand j'envoie les invitations pour les événements, pour les lives, des fois, je vois des gens passer dans la liste, puis je suis comme, je sais pas c'est qui, ou je vais voir leur profil, puis je suis comme, c'est plus pertinent, puis je les enlève. Parce que j'ai réalisé que des fois, tu sais, il y a comme un enjeu de, curation en termes de ton feed LinkedIn aussi, là. Des fois, il y a du monde qui pop, puis je suis comme, tout ce que tu poses, c'est comme, ça m'intéresse pas. Exactement. Fait que je vais comme out of my way pour les enlever puis essayer de garder un peu plus le contrôle sur mon feed parce que je me dis, ben j'ai envie de voir les choses que j'ai envie de voir, tu sais. Complètement. Puis je pense que moi, je vois LinkedIn vraiment comme pour atteindre des objectifs, mais je me rappelle qu'à la fin de la journée, c'est une communauté. C'est pas juste par rapport à moi. Donc, si je prends ce que je donne, tu sais, est-ce que j'ai quelque chose à apporter à ces gens-là? Donc, moi, actuellement, dans les 2 dernières années, écoute, je suis toute la compétition, mais je ne les vois même pas comme la compétition, je dis comme une communauté. Ils m'ont accueilli, la communauté du breuvage. J'étais une newbie affichée complètement. Puis à force de lire leur contenu, engagée avec eux, tu sais, c'est comme,
pour moi, il faut que je paye respect à cette communauté-là puis que je fasse mes preuves. Donc, je trouve ça intéressant aussi d'utiliser LinkedIn plus pour comme en fait, c'est de rentrer dans cette communauté-là puis d'être accepté. Puis pour ça, il faut être soit contributeur puis que tu gagnes en expertise toi aussi. Tu peux pas juste prendre, en fait. Il faut que tu donnes. Ouais. C'est intéressant que tu dis ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des gens... je lisais un post récemment sur LinkedIn que quelqu'un disait si quelqu'un t'envoie une demande de connexion, puis là, le processus que la personne passe à travers pour évaluer si c'est accepté ou pas. Puis une des premières choses qu'elle faisait, c'est qu'elle allait sur ton profil pour voir si tu commentais ou si tu postais. Puis si tu commentais et tu postais pas, elle n'acceptait pas. Dans le sens que, comme, si tu n'es pas actif, ça fait du sens. Tu sais, dans le fond, que tu vas juste lurker, I guess, c'est ça le mot, je pense. Puis je trouve ça intéressant, en même temps, c'est comme tellement sweaty, genre, parce que je me dis, si tu reçois une ou deux demandes par semaine, that's fine, mais tu sais, si comme moi, t'en reçois comme une centaine, c'est comme vraiment pas gérable, genre. Fait que des fois, c'est littéralement juste, est-ce que j'essaie de figure out, est-ce que tu vas essayer de me vendre de quoi? Puis la réponse, c'est oui. Si je pense que tu vas me vendre de quoi, je vais juste dire non, parce que j'ai pas envie d'envoyer un message. Mais otherwise, je trouve ça difficile, puis je réalise que il y a des gens, tu sais, moi, le type de contenu que je consomme ou que j'aime lire le plus, c'est les entrepreneurs qui parlent de leur réalité entrepreneuriale. Oui. Il y a une fille, je ne sais pas si tu la connais, je ne me rappelle pas de son nom, puis là, j'essaie de le chercher sur LinkedIn, puis je ne le trouve pas. Elle a une compagnie, elle est à Toronto, je pense, Balloon, genre, elle fait des drinks, c'est comme... Oui, Balloon, tu vois, justement, en étant connectée à la communauté, elle a popé, puis je la suis, mais je n'ai pas interagi avec elle encore. Mais ça, moi, ça fait comme une couple d'années que je la suis, genre depuis avant qu'elle perde sa job, là, parce que je pense qu'elle faisait ça on the side, puis elle a perdu sa job, elle a décidé d'aller all-in. OK. Puis je me souviens, à un moment donné, elle avait fait un post, puis tu sais, comme juste à quel point, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sous-estime le pouvoir de dire « Ah, ben, je suis un CPG, pourquoi est-ce que je pose ça sur LinkedIn, genre? » Puis le monde sur LinkedIn, ils boivent des gugus en canne aussi, tu sais. C'est pas parce que ils vendent des autos que, tu sais, ils vont pas acheter ton produit, right? Puis il y a tellement eu comme un genre de gros rally, puis, tu sais, elle a sold out son affaire en comme 3 secondes parce que tout le monde était comme, voulait essayer ce qu'elle faisait, tu sais. Puis je trouve que ce contenu-là, c'est honnêtement le contenu qui est comme le plus wholesome / c'est relevant. Parce que je me dis, tu sais, tu parles de ta réalité. T'es pas en train d'essayer, c'est pas comme un secretly disguised sales pitch. T'es pas en train d'essayer de show off. T'es littéralement juste comme, hey, j'ai vraiment une semaine de cul, on peut-tu en parler, genre? Puis, tu sais, tout le monde a des semaines de merde, mais tu sais, sur LinkedIn, c'est souvent comme, hey, regarde. C'est juste le beau. En même temps, c'est intéressant que tu dises ça parce que je le vois définitivement, cette tendance-là. Puis, je pense que c'est honnête et important de le faire. Cependant, je trouve qu'on est en train de devenir des fois allergique aussi au show-off. Exemple, si j'ai une célébration, je dois pouvoir être capable de la célébrer en toute fierté aussi. Ce soir, je vais lancer, je vais avoir, c'est sûr que je vais mettre mon contenu de fierté. Il y a des journées que ça va bien, il y a des journées que ça va mal. Mais je pense que c'est important en tant qu'audience, d'accepter les deux, même sans vouloir trop se comparer, tu sais. Mais bref, j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de contenu de ce type-là qui était fait. Puis c'est de dire est-ce que je le fais ou pas. Présentement, je ne suis pas encore game de le faire parce que je trouve que ça demande une discipline. Je suis tellement focusée sur lancer le produit, tu sais, je voyage, mais je pense qu'en effet, c'est super important dans la stratégie. C'est un peu quasiment devenir un leader d'opinion dans ta propre catégorie. Comme tu dis, là, c'est les derrière de l'entrepreneuriat. Il faut juste faire un bon juste milieu entre révéler, être honnête, aussi pas tout... il y a des choses qui se disent plus en arrière. Tu as aussi des VC qui investissent dans ta compagnie. Donc, c'est intéressant de voir où tu vas dans l'information pour être honnête, juste. Mais je pense qu'il y a une partie d'information qui peut se partager aussi. Pas parce qu'on a honte, mais parce que tu ne veux pas créer le doute des fois sur des gens qui ont beaucoup investi d'argent non plus parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que c'est normal qu'il y ait des mauvaises journées, mais ils ne sont pas supposés tant être au courant, ces personnes-là. Mais là, en même temps, si tu as investi de l'argent dans une business, j'ose espérer que tu comprends que ça ne va pas bien tous les jours, right? Non, c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'il y a une question de timing, de maturité d'entreprise. Tu ne pars pas ta business en disant comment que ça a mal été te rendre là tout de suite, mettons. J'avais cette conversation-là avec un de mes amis à un moment donné qui il avait commencé à poster des updates monthly, puis c'était, à un moment donné, ces updates ont disparu, puis là, je l'ai texté, je suis comme « Dude, sont tes updates? »
Puis comme ça va pas bien, je peux pas le faire. Puis je suis comme, pourquoi? Puis tu sais, le rationnel était quand même bon parce que tu sais, c'est quoi les animaux là, pour les grosseurs de compagnie? Là? Dans le sens, comme si tu vends à des baleines, genre, ou des éléphants, c'est comme des grosses non, OK. En tout cas, fait que lui, il vendait à des compagnies de télécommunications, genre. Puis il y avait un client. Fait qu'il était comme, ben tu sais, je peux pas vraiment faire un post pour dire que comme ça va pas bien avec mon client parce que comme j'ai juste un client puis c'est une immense compagnie, mais si quelqu'un de chez le client voit que ça va pas bien avec le client, tu sais, c'est comme, c'est difficile, tu sais. Puis on dirait que j'avais comme pas vraiment vu ça de cette façon-là parce que comme c'est sûr, puis tu sais, moi ça m'arrive, je veux dire, régulièrement de faire des posts sur mes clients, mais tu sais, je laisse souvent comme le deniability, dans le sens que c'est rare que je vais spécifiquement de nommer des humains et des trucs comme ça. Ça doit arriver qu'ils se reconnaissent des fois, non? Oh, 100%. Des fois, j'ai des clients qui me textent, comme c'est moi ton post LinkedIn! Puis je suis comme oui. C'est drôle. Mais tu as une bonne relation avec eux pour te le permettre, j'imagine aussi. Ben, ça dépend des cas. T'sais. Des fois, c'est des situations qui sont négatives sur lesquelles je poste aussi. Puis j'ai absolument aucun malaise de le faire parce que je me dis, je suis jamais dans le accusatory kind of thing, right? Puis c'est sûr que des fois, je vais attendre après. Là, je vais comme pas faire un post pendant que la situation est en train de unfold. Là. Mais tu sais, je veux dire, j'ai eu dans ma première année de freelancer, en dedans de quelques mois, j'ai eu 2 situations où j'ai des clients qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas me payer, puis comme qui se sont finis en cours, puis tout, right? Wow. Puis j'en avais parlé sur LinkedIn parce que j'étais comme, tu sais, un des clients que c'était littéralement, on ne s'est pas entendu sur le scope of work. Puis mon autre client, il y avait un scope of work dans le contrat, puis il a juste décidé que c'était pas ça qu'il voulait, puis que ce qu'il avait signé, ça valait plus rien, genre. Puis, I mean, c'est like, pas d'allure. Pas empêcher les gens d'être des trous culs, right? Non, mais ça arrive. Ils méritent un peu, là, dans ce cas-ci, en effet, là. Oui. Mais c'est ça, tu sais, dans l'autre cas, c'était littéralement, my God, c'est quoi le mot que je cherche? De la malice. Il y avait une des personnes avec qui je travaillais que c'était de la malice, puis que là, on s'est ramassé avec une liste longue de même de fournisseurs qui n'avaient pas été payés par la même personne, puis là, c'était comme... Puis là, c'était pas juste ça. J'avais des investissements. Comme après ça, j'ai appris que l'AMF était en train d'enquêter ce gars-là. Puis que, tu sais, c'était une grosse affaire, right? Puis là, je me suis fait pogner là-dedans. Puis j'étais comme... C'est intéressant parce que c'est tout le temps dans les situations, tu sais, t'apprends beaucoup. Il y a beaucoup de premières fois quand tu es entrepreneur, right? Puis je suis sûre que tu peux en témoigner longuement. Je me suis ramassée en médiation il y a une dizaine d'années parce que j'avais un fournisseur de service qui avait comme livré une chambre froide partielle, puis qui était parti en vacances avec mon argent. Fait que j'étais là en médiation. Puis là, en médiation, on a négocié un deal où est-ce que le dude me devait 3 000 $ cash puis 3 000 $ en valeur en équipement. Puis, il m'a pas donné l'argent. Fait que là, j'ai appelé. Puis là, finalement, ils ont comme trigger le truc. Fait qu'ils ont pris l'argent puis ils me l'ont donné. Puis là, l'équipement, ben j'ai réalisé par après que la Cour peut pas enforce un jugement de médiation qui est pas en argent. OK. Fait que si tu savais ça avant, puis que tu étais quelqu'un qui est dans la médiation, tu pourrais offrir une résolution pas en argent, puis pas avoir à payer. Tu le sais. Je l'ai appris, fait que je ne ferai plus jamais la même erreur. Mais quelqu'un qui ne sait pas, tu sais, c'est comme... Non, c'est vrai. Puis si tu ne l'avais pas en publiant, tu as appris à quelqu'un d'autre qui, justement, qui ne savait pas. Non, complètement. Je pense que c'est une question... toute une question de sensibilité au contenu, son angle. Ouais. Moi, personnellement, actuellement, je suis à la veille de l'activer, mais je suis vraiment plus dans... J'essaie de voir c'est quoi la juste mesure entre faire quelque chose parce que c'est populaire, puis que c'est les gens, c'est ce qui va générer des clics, et ce que j'ai envie de faire, ce que je feel. Je trouve ça dur de trouver cette belle balance-là en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Puis pas une question d'image, une question juste sur quoi j'ai envie d'engager actuellement. Puis, je trouve ça tellement tough, des fois, de partir justement from scratch. Mice, je suis imbibée par ça. J'adore ce que je fais. J'ai retrouvé mon étincelle, mais ça peut devenir tough assez vite quand ça va mal. J'ai le goût de rester... Là, je suis dans mon mantra actuellement. J'ai le goût d'être dans la joie. C'est une marque qui est joyeuse, qui m'apprend beaucoup. Donc, c'est là où je sens ça. Mais en effet, peut-être que les gens pensent que je suis show-off en étant juste dans la joie. Mais c'est qu'est-ce que j'ai envie de publier actuellement. Donc, c'est de voir est-ce que je vais dans la stratégie, est-ce que je vais dans... Ça devrait toujours être dans la stratégie, mais des fois, je pense que ça peut être payant à long terme de
y aller avec ce qu'on a envie aussi. Puis... Ben, tu sais, il faut que tu gardes en tête que ton LinkedIn, c'est ta marque perso qui va, d'une certaine façon, bounce back sur ta brand, right? Fait que c'est pas nécessairement exactement le même alignement puis le même positionnement, mais je comprends parfaitement le feeling de comme ça tente vraiment pas. Parce que, tu sais, moi, je dis, ça fait 3 ans que je poste sur LinkedIn de façon pas mal consistante, puis il y a des bouts où, des fois, j'avais comme pas envie. Puis la première année, rendue au mois de décembre, j'étais complètement burn-out, fait que j'ai juste fait fuck that shit, puis j'ai pas posé pour un mois, tu sais. Puis c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'à travers ces 3 ans-là, il y a comme eu plein d'évolutions de comment je pose, puis qu'est-ce que je pose. Puis là, j'ai commencé à faire des LinkedIn Live parce que je trouvais ça cool. Puis j'appelle ça mes podcasts de paresseux parce que c'est littéralement... J'ai envie de parler avec du monde, mais j'ai pas envie de me faire chier à setup un podcast. Tu sais. Oui, mais c'est super. On est à l'aise, justement, puis ça peut te permettre d'aller ailleurs dans les conversations. J'imagine que si c'était tout cadré... Ben, c'est plus l'idée de « do what works for you », tu sais. Parce que je comprends ton point de dire « faudrait que je poste sur LinkedIn parce que, tu sais, le faudrait que », mais ultimement, c'est comme, tu peux pas faire tout. Faut que tu sois intentionnel où est-ce que tu mets ton temps et ton énergie. Puis, tu sais, si LinkedIn, c'est comme une affaire qui te draine, ben, même s'il y a potentiellement super high reward, si ça te draine, ça vaut-tu la peine, tu sais? Ben, c'est plus ça. Je pense que c'est important que tout le monde trouve son style. Puis, en faisant tout le monde pareil, c'est sûr qu'on s'en sort pas. Puis, si tu essaies quelque chose et ça marche pas, moi, je suis vraiment dans un mindset actuellement où c'est pas grave, il y a toujours des solutions, tu peux toujours rediriger ça, tu sais, faut prendre... Ouais, pour moi, c'est plus facile de tomber dans un esprit de performance. Je me juge si je performe pas. Là, je suis comme... Ce que j'essaie, et je sais pas si je vais y arriver, c'est de rester plus... Vraiment, c'est Sparketen, mais rester du côté de la joie. Ou est-ce que... Comment je peux avoir du fun? Non, mais c'est parce que... Ma fille, elle va me voir beaucoup plus stressée que d'autres choses. OK, je suis une entrepreneur, mais une entrepreneur, c'est quelqu'un qui est tout le temps stressé, dans le jus, qu'il faut qu'il fasse ci, qu'il faut qu'il fasse ça. J'essaie que mon narratif change, que c'est comme, hey, j'ai vraiment du fun dans ce que je fais, puis il y a toujours de quoi apprendre. Puis c'est pas facile de pas, parce qu'on est clairement stressé, mais c'est pas facile. Je trouve ça dur d'être conscient de ce narratif-là, puis de l'appliquer, de ne pas tomber tout de suite dans la performance. La performance viendra si je suis alignée. Mais j'essaye ça actuellement. On va voir où ça me mène. Mais ouais, c'est ça que j'essaye. Ta fille, elle trouve ça cool? Elle trouve ça très cool, mais j'essaie justement, elle c'est comme... Elle est victime là, du fin de l'entrepreneuriat. Même ma famille sont encore en train d'apprendre c'est quoi être entrepreneur. Ils sont passés il y a 10 ans, quand j'ai levé mon premier, pour ma firme de consultation, quand je l'ai parti, j'avais levé un 125 000 $. Puis j'étais comme, yes, je l'ai eu. Je parlais à ma famille, j'ai levé 125, fait qu'il était comme. Donc, tu as 125 000 $ de dette. Je dis non, c'est un investissement, vous ne comprenez pas. Donc, vraiment, on est passé de là à ben, tu as fait tes preuves, on voit que tu es capable de. Ta famille voyait ça comme un risque. Ah oui, les autres, ils me trouvent un peu folle de faire tout ça. Je n'ai pas été élevée dans cette culture-là du tout, mais ils sont fiers quand même, ils m'encouragent. Puis ma fille, elle pose beaucoup de questions, elle est très fière. Puis tu vois qu'à la longue, d'être très ouverte avec elle aussi quand je suis stressée, il y a des semaines plus dures. Elle, quand il y a des pépins qui arrivent au boulot, j'y en parle aussi pour qu'elle voit, qu'elle glorifie pas juste ça. Je veux pas qu'elle dise à l'école, maman fait de l'argent, ça va à New York. C'est pas ça le point, c'est maman a bâti quelque chose dans laquelle elle croit. Je veux qu'elle essaie de retenir le bon narratif, mais l'enfant a tendance à garder juste le côté très film américain. Allais-tu... non, elle est à l'école, je ne peux pas venir avec toi à New York. Hein. Non, ça va. Elle est entrée au secondaire, donc l'école avant tout. Mais elle aura son moment de New York éventuellement. Non, ma fille est encore assez jeune que, vu qu'elle ne va pas à l'école, on peut comme la traîner, nos affaires. Là. Oui, complètement. Quand ma femme a des voyages d'affaires, j'en profite pour aller piggyback sur les chambres d'hôtel payées par... Oui, complètement. Je te comprends. Là, je pense que je suis en mode aussi, moi et Samuel, on est en mode start-up où chaque sous-compte, puis on essaie de, tu sais, quand on dit tantôt de se bootstrapper, là, quand on revient à la base, où à quel point je crois à mon idée, à quel point je peux aller loin avec chacune de mes scènes, c'est de me challenger moi-même. Puis des fois, j'ai l'impression que quand on a faim, on est beaucoup plus créatif que quand on a la palette d'argent derrière. Mais c'est bien plus facile de dépenser d'argent que c'est pas toi. C'est double tranchant d'avoir accès à beaucoup d'argent tout le temps. Moi, je suis vraiment dans cette mentalité-là où je fais toujours le plus loin possible avec le moins d'argent possible jusqu'à temps que j'arrive à la prochaine phase. C'est que là, je suis là-dedans. Puis ma fille, je veux qu'elle... J'essaie de montrer ça aussi. On va y arriver à New York à un moment donné, vous allez pouvoir avoir un appart, mais là, je vais avec les moyens du bord, puis avec beaucoup de passion, mais en même temps, chaque chose en son temps.
Ouais, très cool. Si vous êtes encore là puis que vous avez des questions pour Marie-Sophie, là, je vois qu'il est rendu 12h30, mais on peut. Ouais. T'as-tu une couple de minutes? On a quand même pas mal de monde qui nous ont écoutés depuis, je sais, comme 1 heure qu'on est là. Fait que si vous avez des affaires qu'on n'a pas parlé ou des commentaires ou des insultes ou autre chose. Ouais, complètement. Puis ça peut On aussi... est preneuse. Non, je trouve ça cool. Fait que j'ai vu que Samuel était là. Puis, non, je trouve ça intéressant. Fait que là, vous êtes à New York les deux en ce moment? Oui, on est à New York. Okay, On a un événement ce soir de 6 à 8. Ça va être... c'est vraiment super. Pour vrai, on a la chance que ce lancement-là se passe bien jusqu'à présent. On est fiers aussi de ramener l'argent au Canada. C'est quand même un gros premier pas, mais ouais, on essaie d'y aller go avec de flow, optimiser chacun de nos voyages. Puis aujourd'hui, on est là. Puis quand j'ai vu que j'avais par hasard eu ce podcast-là qui était déjà planifié à l'horaire, sans savoir que j'allais avoir la même journée un lancement à New York, je trouvais ça cocasse de me dire je vais m'assurer que je rentre. Est-ce que c'était comme négatif dans le sens que ta tête n'est pas comme dans le bon headspace, puis là, ça te distrait? Tu sais, c'est comme, is it a distraction? J'espère que ça n'a pas paru comme ça, mais... Ouais, non, mais je pose la question parce que vendredi, je me suis booké une session avec ma coach de théâtre. Okay. Puis j'avais une course juste après, puis j'ai comme pas cliqué. Moi, c'était comme ma logistique de ses proches un de l'autre. Mais finalement, j'étais tellement stressée à cause de ma course qu'on dirait que j'avais de la misère à je comprends. une conférence, tu sais. Puis, non, je suis très zen par rapport à ce soir. Fois... C'était plus que je voulais te donner mon maximum, avoir un beau setup. Puis je connais pas New York, donc pour être complètement honnête, 30 minutes avant l'événement, on courait, moi et Sam, à New York pour make it happen. Trouver un rework dans lequel avoir une salle qui était décente pour toi parce que je voulais vraiment que ça soit qualitatif. J'aurais tellement pu me parler dans une chambre d'hôtel, là. Ça m'aurait tellement pas dérangé. Là. Tu mérites le meilleur. Je te respecte beaucoup dans ton profil entrepreneurial. Tu le sais, quand je t'ai rencontré, je vais te lancer quelques fleurs dans les dernières minutes, mais je te connaissais déjà quand je t'ai rencontré. J'ai beaucoup admiré, beaucoup appris de ton profil qui était très publicisé. Au départ avec le Food Room. Donc, j'aime vraiment ta vibe. Puis, j'appréciais beaucoup que tu m'invites aujourd'hui. Donc, c'est à moins des choses que je me botte les fesses à trouver un bel endroit pour faire ce podcast-là. Ça me fait plaisir. Je suis contente que tu dises ça. C'est nice parce que j'avais l'impression que, je sais pas, là, on achève, mais tu sais, j'ai tout le temps l'impression qu'il y a tellement plus de trucs qu'on pourrait explorer, tu sais. Puis, en tout cas, là, je me dis que quand tu reviendras puis que tu seras moins dans le jus, on pourra aller prendre un vrai café pour de vrai, finalement. Mais ça fait tellement longtemps qu'on en parle, puis on est juste... Ça va faire 2 ans quasiment qu'on se connaît, qu'on ne l'a pas fait. Alors, tout le monde qui écoute, oui, on est 2 fractional CEO qui ont de la misère à céduler des cafés. D'habitude, je suis bonne en plus, mais en tout cas, on se trouve ça. C'était de ma faute. Elle a dit, merci notre Hakuna Matata. J'aime ça, c'est une bonne façon de le c'est kind of, that's what it means, right? Genre, le film, là. Moi, je suis vraiment là-dedans en ce moment parce que ma fille a cet âge-là. Ouais, oui, c'est un mindset parce que tu te laisses aller dans le stress. On essaye, moi puis Sam, de vraiment, comme tu dis, tu sais, quand tu parles d'idées, là, je reviens à ça, c'est vraiment quétaine, mais je me disais vraiment comment j'ai envie de me sentir dans cette nouvelle business-là. Donc, j'ai la marque, tu sais, c'est pas juste le produit, on a créé une marque qui est lumineuse, qui est joyeuse, et puis ça joue vraiment sur notre manière d'opérer la marque. Donc, je pense que des gens qui ont l'opportunité de recommencer à zéro et de se poser la question, des fois, on focus tellement sur, oui, le modèle d'affaires et tout, mais comment tu as envie de te sentir, avec qui tu as envie de travailler, quelle marque j'ai envie de porter. Moi, ma marque me rappelle, c'est super quétaine ce que je dis, mais constamment, chaque jour que j'ai choisi une track dans le plaisir, là. Tu sais, je suis supposée avoir du fun, puis oui, c'est quétaine, peut-être qu'est-ce que ça me... Je pense que c'est intéressant. Le monde oublie que, tu sais, c'est vraiment facile de se ramasser dans une position où est-ce que tu as bâti, tu sais, puis c'est drôle parce que je donne une conférence exactement là-dessus dans une couple de semaines. Tu te bâtis une business parce que tu veux plus de liberté, tu veux, plus d'argent, tu veux de la flexibilité, tu veux passer plus de temps avec tes enfants, puis finalement, tu te ramasses dans une espèce de prison où est-ce que tu es tout le temps en train de penser à tout dans ta tête. Puis c'est un truc que, tu sais, quand tu parlais de ta famille tantôt, qui ne comprennent pas, j'ai l'impression que les gens qui ne sont pas entrepreneurs ne comprennent pas que c'est pas juste comme un 9 à 5. You can't turn it off, right? Non, je suis en train de penser à quelque chose dans ma tête, puis tu sais,
c'est très, très envahissant à la limite, là. Faut comme... Ça prend une certaine restreinte pour apprendre à dire, OK, comme là, j'arrête de travailler, puis je vais comme passer du temps avec ma famille, puis pas être juste genre au parc en train de comme faire des prisons financières. En tout cas, je dis, moi, des fois, je fais ça, là, je suis littéralement avec mon cahier, genre en train de barbouiller des affaires. Ben oui. Puis j'allais dire des prisons financières, puis je suis comme non, je l'ai fait. J'ai fait des prisons financières dans un parc. Fait que c'est pas choquant. Mais en tout cas, bref. Fait que oui, je pense que c'est super. Tu dis que c'est quétaine, donc c'est supposé comme apologizing for it, mais je pense pas que Mais tu parce que devrais. je pense que de l'extérieur, on dirait que je sors de ma période de performance. Puis les gens disent ah, elle veut pas faire d'argent. Non, non, je suis ambitieuse encore. Mais de how to do it. Ah, parce que les gens, les ils sont. On est, tu sais, même dans le wellness, on a une tangente vers la performance. C'est plus juste le bien-être, c'est rendu la longévité. C'est rendu qu'on boit de l'eau parce qu'il faut qu'elle ait du collagène et de la protéine. On peut juste plus boire d'eau. Tu sais, dans le sens où je pense que c'est important de se ramener aussi à la base. Puis alors, j'ai plus 20 ans. Donc, c'est con, mais les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y a une énergie qui est là, qui est différente à notre âge. La manière qu'on dépense notre énergie est super importante. Donc, pense à la push au produit, mais à la marque que tu as envie de créer. Puis d'encourager aussi les gens avec qui tu as envie de travailler. Il y a des gens que c'est plus juste l'argent. L'argent va venir comme un résultat. Mais c'est pas. Il y a des gens qui peuvent me faire des raccourcis puis beaucoup plus d'argent que le chemin que je prends actuellement. Mais je pense que mon feeling, c'est que ça va être bénéfique à long terme, puis je vais pouvoir faire un marathon cette fois-ci, pas juste un sprint. Ouais, je pense pas qu'il y ait grand-chose qu'on peut ajouter qui va faire un meilleur mot de la fin, honnêtement. Ah, wow! Merci Amélie pour l'invitation. Je trouve ça vraiment le fun que tu prennes le temps de rencontrer des entrepreneurs. J'espère qu'il y a des gens qui vont le moindrement avoir pris des petits bouts de cette conversation-là, puis ça va les avoir inspirés. J'espère aussi. Avant qu'on parte, est-ce que, fait que là, tu as dit c'est en ligne, mais est-ce qu'il y a des gens qui écoutent, qui ont envie de goûter à Maïs, qui peuvent? Ça se fait-tu? Y a-tu un lien? Donc, pre-order sur le site. Toi, bien sûr, je vais pouvoir t'en donner une. On mettra le lien dans les commentaires pour les gens qui sont intéressés si vous voulez vous avoir une magnifique canette. Quelque part. En tout cas. Avec plaisir. Puis toi, tu vas en avoir une, Amélie, pour l'invitation, avec plaisir. Pour les curieux, c'est pas encore disponible au Canada cependant. Donc, c'est une audience américaine seulement, mais ça va venir au Canada prochainement. Cool. Bon, ben, merci beaucoup, Marie-Sophie. Merci à toi. Bye, bonne journée. Bonne journée. Bye à tous.